Pour Léon Battista Alberti, qui fut le théoricien des arts de la Renaissance, c'est Narcisse qui, en se contemplant dans son miroir d'eau, inventa la peinture. Plus qu'à tout autre sujet, celle-ci se référerait donc à l'autoportrait. Pour Pline l'Ancien et son histoire naturelle, ce sont tous les arts de la représentation qui sont nés de l'ombre, du désir de maintenir présent un être que la mort nous a arraché. L'objet peint ou sculpté, se substituant au père, à la fille, à l'amant disparu, compense en partie cette disparition, cette relation indéfectible et pourtant interrompue. La peinture en particulier s'impose tout de suite comme le lieu par excellence d'une transaction entre la présence et l'absence, le vif et le mort, le visible et l'invisible. C'est ainsi qu'elle peut se doubler d'une valeur religieuse, son pouvoir de réincarnation, permettant qu'un culte soit rendu au disparu par celui qui lui a survécu. Par les artifices de l'art, le modèle humain est en quelque sorte divinisé. Au début du christianisme, la représentation du divin est assimilée à l'idolâtrie et condamnée. Il faudra l'assimilation de l'image à la relique pour justifier qu'elle puisse être vénérée. Dans tous les cas, l'artiste s'efface devant le Deus Pictor qui reste le seul créateur. La Renaissance bouleverse le rôle des arts dans la société. La représentation artistique n'est plus une œuvre non faite de main d'homme, mais au contraire un objet produit par un regard et pour un regard. L'œuvre est identifiée à l'homme son créateur, le miroir remplace l'ombre. C'est la vraie naissance de l'artiste narcissique qui a fait beaucoup de petits depuis. Chaque peintre se peint en fait lui-même, déplorait le prédicateur italien Savonarola. Et il est vrai que l'on peut sans grand risque dire aujourd'hui que l'art contemporain se conçoit toujours dans cette relation narcissique de soi à soi. Caravaggio, le Caravage, a représenté Narcisse se contemplant dans l'eau d'une source, à genoux, les bras ouverts marquant les bords droits et gauche du tableau, en une composition formant un cercle avec son reflet vieillissant en double inversé, et dont un genou marque clairement le centre. Précisons que l'attribution de ce tableau au Caravage est aujourd'hui très discutée par certains experts, mais les vêtements de Narcisse, typiques de l'époque du peintre, ainsi que le travail du visage et de la lumière, ne laissent que peu de doute. Outre une certaine complaisance, la chute de Narcisse dans les eaux où il se contemple symbolise l'amour et la satisfaction de soi-même. L'eau est ici un miroir ouvert sur les profondeurs du moi. Mais le reflet du moi qu'on y regarde trahit une tendance à l'idéalisation. Contre ces interprétations moralisantes un peu simplistes d'une pensée dictée par l'Église, qui font de Narcisse l'emblème définitif de la vanité et de l'égocentrisme, Gaston Bachelard a rappelé que le narcissisme pouvait être une sublimation pour un idéal. Il n'est pas toujours névrosant, dans la mesure où il joue un rôle positif, notamment dans l'œuvre esthétique. Cette idéalisation est liée à une espérance d'une telle fragilité qu'elle s'efface au plus léger souffle. Et Gaston Bachelard en profite pour proposer une interprétation cosmique du narcissisme. C'est la forêt et le ciel qui se mirent dans l'eau avec Narcisse. Il n'est plus seul. L'univers se reflète avec lui et l'enveloppe en retour, s'animant de l'âme même de Narcisse. Si le monde est un immense Narcisse en train de se penser, où se penserait-il mieux que dans ces images, nous demande Gaston Bachelard, avant d'ajouter, dans le cristal des fontaines, un geste trouble les images, un repos les restitue. Le monde reflété et la conquête du calme. Je trouve personnellement cette proposition totalement géniale et je ne peux m'empêcher de penser, en regardant le Narcisse du Caravage, que cet immense artiste l'a faite sienne bien avant qu'elle ne soit formulée.